C'est parti pour Enjeu Patrimoine et un focus aujourd'hui sur les royalties immobilières. Les plateformes de partage de revenus futurs, appelées royalties, donc se multiplient. Elles incitent les épargnants à financer des investissements immobiliers en échange d'une fraction du futur loyer perçu. Un marché très peu régulé qui a finalement amené l'AMF il y a quelques semaines à mettre le holà. Nous revenons aujourd'hui sur ce phénomène avec Gaëtan Pierret. On le connaît bien dans Smart Patrimoine, journaliste en finance patrimoniale chez AGFI Actif. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de l'article « Les royalties immobilières dans la tourmente ». Bonjour Gaëtan. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Nous sommes également avec Stanislas Gobert, porte-parole de la Fédération des plateformes de partage de revenus et cofondateur d'une plateforme d'ailleurs lui-même, plateforme Founder. Merci beaucoup Stanislas de nous accompagner. Bonjour et merci de me recevoir. Merci d'être là. Bon, j'ai donné déjà une courte définition, mais Stanislas Gobert, je me permets quand même de vous demander en quoi consistent concrètement ces investissements immobiliers qu'on appelle donc royalties aujourd'hui. Alors, les plateformes en financement en partage de revenus, elles proposent à des investisseurs, des contributeurs, d'aider une foncière à faire l'acquisition d'un bien en échange d'une fraction des loyers futurs générés par ce bien-là. Donc, c'est une forme d'avance d'argent et la rémunération est indexée sur les loyers perçus. Qu'est-ce qu'on achète ? On achète un droit ? On achète quoi en fait ? Ça peut s'apparenter à un achat de droit. On n'est en aucun cas propriétaire du bien, ni même d'une fraction du bien. Vraiment, on a un droit sur les loyers qui seront générés sur ce bien-là. Et pourquoi on parle de royalties ? Est-ce que c'est véritablement ça ? Non, c'est plutôt un abus de langage et une formulation qui a été utilisée plutôt à des fins marketing pour essayer de faire comprendre qu'on a quelque chose d'un peu virtuel. Mais on parle plutôt de financement par partage de revenus, ce qui est beaucoup plus explicite. Le royalties, c'est plutôt une notion de propriété intellectuelle. Gaëtan Pierret, à qui s'adressent aujourd'hui ces plateformes de partage de revenus ? Quels sont les profils ciblés ? Voilà. Alors, qui s'appelait ? C'est des plateformes qui se sont développées sur un modèle très retail, très grand public, donc qui les plateformes ciblent avant tout un peu tout le monde, on va dire. Maintenant, pour qui ça peut vraiment être intéressant, j'irais plutôt surtout les investisseurs avertis, voire même les investisseurs très avertis, ceux qui ont une culture financière suffisamment importante pour pouvoir rentrer dans le détail des projets, des plateformes, de l'offre des plateformes, pour pouvoir comparer ce qui est comparable. On va y revenir avec ce vide réglementaire. Ce vide réglementaire a amené le marché à des pratiques de marché très différentes d'un acteur à l'autre, et donc des offres qui sont difficilement comparables les unes avec les autres. Parce que je crois justement qu'on a pu leur reprocher à ces plateformes de s'adresser des fois à des investisseurs, donc peut-être non avertis, qui n'avaient pas toutes les informations, puisqu'on peut le faire via son smartphone, je crois, c'est ça. Exactement. On peut investir d'une manière assez facile aujourd'hui. Pour des montants très faibles, à partir de 10 € pour certaines. Donc effectivement, il y a un peu un paradoxe à ce niveau-là. Il y a un vide réglementaire, des plateformes qui vont cibler du très très grand public, comme je disais, 10 €, 20 €, 100 €. Donc on peut avoir l'impression que c'est pour tout le monde. Maintenant, on est sur un marché qui est quand même risqué, des produits qui sont quand même risqués, une forme d'investissement qui n'est pas nouvelle mais qui est encore assez peu réglementée. Donc potentiellement, c'est pas pour madame tout le monde. On va revenir sur les risques. Oui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça s'adresse à des gens qui n'ont pas donc les moyens d'acheter un bien, d'aller voir leur banque, de demander un prêt, d'acheter un bien. C'est une manière d'investir dans l'immobilier sans avoir besoin de beaucoup de financement finalement. Alors c'est en effet l'une des cibles de ces plateformes, ce sont les personnes qui n'ont pas aujourd'hui les moyens d'acheter directement, mais aussi les personnes qui n'ont pas l'envie, puisque aujourd'hui un bien, il faut le gérer, il y a des charges, des travaux, parfois du squat, on en parle énormément ces derniers temps. Donc ça s'adresse aussi à ces personnes-là, et également certaines personnes qui peuvent déjà avoir fait des acquisitions immobilières, qui se retrouvent freinées par les règles notamment du HCSF en matière de niveau d'endettement, et donc qui veulent continuer à investir avec un sous-jacent immobilier, c'est-à-dire un produit dont la performance est liée à l'immobilier, et aussi et surtout, contrairement à, par exemple au SCPI, on y viendra certainement, ça leur permet de choisir le bien sur lequel elles vont avancer l'argent et pour lequel elles vont toucher des loyers. Donc il y a quand même un acte assez responsable, et donc c'est pour ça que, comme le disait Gaëtan, c'est important d'avoir des personnes qui connaissent quand même un petit peu l'immobilier, parce que c'est elles qui choisissent le bien sur la plateforme. Il faut les avoir, ces connaissances du marché, c'est important. Alors, important, on peut investir sans avoir aucune connaissance, mais il y a les risques qui vont avec, puisqu'on n'a pas choisi vraiment le produit en toute connaissance de cause. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va recommander. Pour autant, les plateformes se doivent d'informer suffisamment
le public sur le produit, son occupation locative, sa valorisation, pour qu'ils puissent s'approprier et investir dessus comme ils l'auraient eux-mêmes acheté s'ils en avaient eu les capacités en termes d'endettement notamment. On va parler... Oui, on peut retrouver, je pense, alors il faudrait mener une étude plus approfondie, mais ça reste encore un marché jeune, mais je pense qu'on peut retrouver des profils d'investisseurs similaires à ceux qu'on voit pour le crowdfunding, c'est-à-dire c'est de l'investissement très facile pour des montants très petits et 100% digitalisé sur l'immobilier. Donc le crowdfunding IMO, on sait que ce sont des sommes considérables levées chaque année. Mais je parce pense que là, c'est vous disiez tout à l'heure 10-20 euros. Exactement. Alors, 100, 200 euros, c'est vraiment des petites sommes. Exactement, le crowdfunding IMO, c'est plutôt à partir de... Alors on va dire 1000 euros à peu près. Le crowdfunding en général, il y a effectivement des montants, des tickets d'entrée qui sont quand même beaucoup plus faibles. Avec les royalties IMO, Stanislas me corrigera, je crois que ça peut être très bas pour certains acteurs, mais aussi un peu plus haut pour que ça devienne vraiment intéressant pour certains investisseurs. Exactement, et pour compléter, ça va vraiment dépendre de la plateforme. Et certaines plateformes qui ont une stratégie marketing très orientée retail et justement auprès d'un public qui ne connaissait pas, mais pour qui l'immobilier, c'est un peu un but ultime en termes d'investissement, et le fait de pouvoir dire j'ai mis 10 euros en immobilier était une satisfaction, et je le comprends et c'est très bien cette volonté de démocratiser l'immobilier. Pour autant, là, non pas avec la casquette de la fédération, mais de la plateforme que je représente, on a un ticket moyen qui est largement supérieur avec nos premières estimations, puisqu'on s'adresse justement à des personnes qui connaissent l'immobilier, parfois qui vont même investir au travers de leur SCI pour faire travailler leur trésorerie sur des durées qui sont intermédiaires de 3, 4 ans, 5 ans. On va revenir évidemment sur les risques, puisque c'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui. Pour rester d'abord sur les avantages et sur l'intérêt d'investir de cette manière-là, voilà, quel est le rendement moyen, quel rendement on peut espérer demain lorsqu'on veut investir quelques centaines d'euros ? Alors, on y reviendra sur un des aspects du rendement, puisque le couple rendement-risque est quand même très important, et les plateformes se doivent aussi de communiquer sur ce couple. Le rendement issu des loyers, puisque c'est une fraction des loyers qu'on touche, peut être entre de 4 à 6, 7% selon les plateformes, selon les produits et les biens sous-jacents au contrat. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant, et également certaines plateformes proposent un partage d'une éventuelle plus-value. Donc je dis éventuelle parce que la plus-value ne sera constatée qu'en cas de vente du bien, évidemment, et à un prix supérieur. Mais c'est un peu une petite prime en sortie qui peut y avoir, voilà. Quelle fiscalité s'impose pour les investisseurs là, qui se lancent dans l'aventure royalties immobilière ? Alors, étant donné qu'on partage un revenu par rapport à l'argent qu'on a avancé, on est sur des produits financiers et non pas, contrairement à la SCPI, on n'a pas de transparence fiscale, donc on est sur la flat tax. Vous parliez d'un marché plutôt jeune, avec aujourd'hui quelques dizaines de plateformes qui proposent ces royalties immobilières. Voilà, combien de plateformes existent à peu près aujourd'hui sur le marché ? Au total, je crois qu'il y a une trentaine de plateformes qui existent. Et effectivement, alors vous parliez d'aventure tout à l'heure, et effectivement c'est un peu ça. Je pense que le mot qui décrit assez bien le marché, je dirais même, c'est Far West. On a eu, en fait c'est simple, l'AMF a... Comme vous disiez, voilà, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui inquiète aujourd'hui l'AMF ? Effectivement, c'est le cœur du sujet. En fait, fin 2022, l'AMF a émis deux notes, une note publique, une mise en garde même aux investisseurs, en leur disant attention, certaines plateformes, certains acteurs ont des discours commerciaux parfois trompeurs, et deux, il y a quand même des risques à bien prendre en compte. Il y a les risques qui sont liés à la gestion locative, mais aussi au fait que vous avez le statut de créancier de cette plateforme. Et justement, dans une note juridique qu'elle a publiée en parallèle, l'AMF a fait le point en fait sur cette forme de royalties IMO. En fait, jusque-là, les plateformes de royalties IMO faisaient un peu figure d'ovni, de la pierre papier aux yeux de l'AMF. Elles n'avaient pas vraiment régulé, elles ne s'étaient pas vraiment prononcé sur cette forme d'investissement qui existait au demeurant dans d'autres secteurs depuis plusieurs années. Et finalement, dans sa note juridique, elle dit quoi ? Elle dit les royalties IMO, ce sont des titres de créance, donc merci de respecter la réglementation qui en découle. Ça, c'était un peu, on va dire, l'épisode 1, puisque l'épisode n'est pas complètement terminé, mais c'était pour elle un moyen de mettre le holà sur tout ce qui se passait. Comme je le disais, le vide réglementaire a permis à plusieurs acteurs d'émerger, mais surtout d'adopter des pratiques de marché très différentes. Donc, par exemple, si on devait en citer une seule, c'est la base de calcul des bénéfices qui vont être reversés aux investisseurs. Pour faire simple, il y a des plateformes qui partent des loyers bruts, d'autres qui partent des loyers nets, ce qui fait forcément des différences. Et ces deux modèles coexistent aujourd'hui sur le marché avec des avantages et avec des inconvénients, certains qui sont plutôt au bénéfice de l'investisseur, d'autres au bénéfice de la plateforme. Donc c'est pour ça que je disais que les investisseurs doivent vraiment faire attention et bien rentrer dans le détail pour pouvoir bien comparer les offres et pas se retrouver à comparer des choux et des carottes. Stanislas Gobert, sur ces pratiques trompeuses de certaines plateformes.
Oui, alors comme le souligne Gaëtan, il y a un vide réglementaire, mais il n'y a pas de vide juridique. C'est-à-dire que s'il y a des communications trompeuses de la part de certaines plateformes, les autorités, et je pense notamment à la répression des fraudes, peuvent tout à fait s'en saisir et prendre des sanctions à l'égard de ces plateformes qui ont eu ces communications. Notre enjeu avec la fédération, c'est justement d'essayer d'éduquer les plateformes et aussi les investisseurs à ce modèle. Qu'est-ce que c'est que le partage de revenus et la façon dont on communique, notamment sur les risques. Donc les risques, j'ai aucun problème à en parler. Au contraire, il faut en parler. C'est ce qui fera le succès aussi de ce modèle-là, c'est que les risques soient compris. Je vais parler d'un premier risque, qui est le risque de liquidité, sur lequel il y a eu, on pense, de la communication trompeuse de certaines plateformes, puisque la liquidité, c'est-à-dire que le fait qu'une fois qu'on a investi, on puisse revendre son contrat, n'est absolument pas garanti, et aujourd'hui extrêmement faible. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances, une fois que vous avez fait votre investissement, que vous puissiez le revendre avant la fin de celui-ci. Et certaines plateformes ont expliqué qu'on pouvait revendre à tout moment, puisqu'on avait ce qu'ils appellent une marketplace, une place de marché où on peut mettre en vente. Alors oui, on peut mettre en vente à tout moment, mais non, il n'y a pas des acheteurs à tout moment aujourd'hui sur ce marché. Il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Quand vous vous engagez sur un projet, par exemple, qui a un horizon de 4 ans, il faut savoir qu'il y a peu de chances que vous puissiez sortir avant ces 4 ans. Donc ça, c'est un premier risque assez important sur lequel il y a eu des communications hasardeuse. Et enfin, il y a des risques aussi en performance, puisque en s'adressant à un public qui ne comprend pas l'immobilier, alors c'est bien de faire de la pédagogie et de vouloir le démocratiser, on ne comprend pas que parfois les lots peuvent être vides et donc il y a une perte en rendement, c'est-à-dire que vos revenus sont indexés sur les loyers que vous allez toucher, donc s'il n'y a pas de loyer, vous n'avez pas de rendement. Et donc, vous, selon vous, la réponse à ces deux exemples qui sont quand même un peu différents, c'est de donner l'information. C'est ce que vous recommandez aujourd'hui aux plateformes, c'est-à-dire, voilà, il y a des risques, il faut les donner à ceux qui vont investir demain. Alors oui, la moindre des choses, c'est d'avoir une grande transparence sur ces risques et de ne pas communiquer sur une éventuelle liquidité qui n'existe pas. Ça, c'est un premier point. En matière de performance, il faut donner tous les éléments pour que le public aussi puisse apprécier le bien et avoir ce qui se pratique dans d'autres secteurs réglementés, quand on pense notamment aux SCPI, qui sont aussi un produit de rendement lié à l'immobilier, qui n'a pas tout à fait le même fonctionnement, mais elles ont des exigences en termes de communication qui sont extrêmement importantes sur la performance, les fameuses phrases, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Il faut vraiment s'inspirer de ce modèle-là, même si aujourd'hui on ne correspond à aucune réglementation. Ça ne veut pas dire qu'on est dans l'illégalité, ça veut dire qu'il n'y a aucune case qui est adaptée à ce modèle-là, tout simplement. Et donc en attendant qu'une éventuelle case se développe, si le marché se développe, on ne peut pas prétendre à un changement de réglementation pour un marché qui est aujourd'hui vraiment naissant. Eh bien, en attendant, il faut adopter ces bonnes pratiques pour le développer dans de bonnes conditions. Pardon. Vous le disiez, oui. Ce qui est paradoxal un petit peu dans cette situation, je vais faire très vite, c'est promis. Ce qui est paradoxal un peu dans cette situation, c'est que c'est justement sur des marchés comme ça, encore naissants, avec un flou réglementaire, que les CGP, les conseillers peuvent retrouver tout leur rôle. Or, jusqu'à présent, ils tiennent un peu à l'écart. On les comprend parce que, comme on le disait, peu de réglementation, pas de statut. Leur chambre leur déconseille pour l'instant vraiment d'aller dessus. C'est un micro-marché, encore pour l'instant, comparé au SCPI ou même au crowdfunding. Donc forcément, les CGP sont encore réticents, alors qu'ils pourraient faire office d'intermédiaire, de filtre entre les plateformes et leurs clients, et du coup les aider à un peu trier le bon grain de livret. Mais donc on comprend le peu de réglementation qui existe aujourd'hui, c'est ce que disait Stanislas Gobert, c'est-à-dire marché naissant, on n'y est pas encore, on va y arriver, mais pas tout de suite, et c'est normal. Et pour y arriver, il faut adopter ces bonnes pratiques, et c'est ce que défend la fédération, puisqu'on a un règlement qui est largement inspiré notamment des directives qui concernent les SCPI, pour apporter... Gaëtan Pierret le disait, une trentaine de plateformes qui existent aujourd'hui. Combien de plateformes aujourd'hui sur cette trentaine ont signé ou sont prêtes à adopter aujourd'hui ces bonnes pratiques ? Aujourd'hui, on a 11 adhérents au sein de la fédération. On est contacté assez régulièrement par des nouvelles plateformes qui s'interrogent notamment vis-à-vis de la réglementation et des bonnes pratiques. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler des royalties immobilières aujourd'hui sur le plateau Smart Patrimoine. Gaëtan Pierret, je rappelle, vous êtes journaliste en finance patrimoniale chez AGFI Actif. Merci d'avoir été avec nous. Stanislas Gobert, porte-parole de la Fédération des plateformes de partage de revenus et cofondateur de la plateforme Funder. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À très vite. Salut.